Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Midnight Cowboys consacré au cinéma américain. Aujourd'hui, je suis encore accompagné d'Axel, comme d'habitude, hein. Bonjour Axel, Salut William, j'espère que tu vas bien. ça va super. On va parler d'un film encore très intéressant aujourd'hui et je suis également accompagné de Vincent, toujours de la rédaction de C'est quoi le cinéma et animateur du podcast Les Séances du Dragon d'Or consacré au cinéma asiatique, sur lequel je participe également et sur lequel Axel participe au prochain épisode. Voilà, vous allez pouvoir écouter tout ça tranquillement. Bonjour Vincent. Salut William, salut Axel. Eh ben, écoutez, ce mois-ci, on fait tous les enregistrements ensemble, donc c'est plutôt chouette. Et j'ai hâte de parler de ce film qui m'intriguait depuis fort longtemps. Oui, eh bien, pour tout vous dire, ce choix de film, m'a inspiré un petit peu, pour ce mois-ci parce que Vincent, toi étant très friand de cinéma horrifique et réalisant même des courts métrages, très clairement, sur ce genre-là, c'est vrai que je pensais à ce film-là, pour t'inviter encore plus. Et puis, bah, comme ça, on évoque aussi un nouveau genre, hein, pour ce podcast, la science-fiction. Même si, on est encore sur un film psychologique décidément. On a quelques problèmes, et quelques névroses, hein, dans ce podcast, C'est probable, c'est probable. voilà. Pour vous résumer un petit peu le synopsis de ce film, on suit Arthur Hamilton, donc un homme d'âge mûr, qui est cadre new-yorkais, hein, qui travaille dans une banque, qui est plutôt dépressif d'ailleurs et qui reçoit un jour un appel d'un ami qu'il croyait, mort, et celui-ci lui propose de rejoindre en fait une mystérieuse organisation qui permettrait aux gens fortunés en fait de changer de vie, c'est-à-dire d'avoir une nouvelle identité, un nouveau visage et finalement une nouvelle jeunesse. Arthur accepte et devient alors Tony Wilson. Tony Wilson qui, est un artiste californien parce qu'en fait, l'organisation a jugé que, entre guillemets «le rêve» qui serait le plus approprié pour la personnalité d'Arthur Hamilton serait peintre. Donc, il va devoir s'adapter à cette nouvelle vie, mais est-ce que c'est si facile que ça? Pas vraiment, et vous allez le comprendre, c'est un film qui est très oppressant et psychologique, comme je le disais en introduction, qui utilise, la science-fiction pour, de façon en fait assez, assez minimaliste en fait finalement. On n'est pas sur, Total Recall, hein, du tout même, enfin voilà pour expliquer un petit peu, c'est un film qui est en noir et blanc aussi. Et John Frankenheimer, histoire de le présenter rapidement, donc il est issu de la télévision et il a développé, on va dire dans les années 60, un style assez identifiable. Ici, on retrouve en fait son utilisation des grands angles, une caméra mobile qui est assez expressive, un montage rapide aussi, et son cinéma, ça explore souvent en fait la manipulation, des structures de pouvoir, et voilà, il a pu faire des films, paranoïaques, on peut le dire. Je pense, par exemple à The Manchurian Candidate. J'ai plus le titre en français, mais voilà, qui est un film, qui rejoint cette idée-là, hein, une paranoïa comme ça en pleine société moderne. Il a fait également Seven Days in May, toujours un peu dans cette idée-là, et donc ce film Seconds, dont le titre pourrait presque tout dire, puisqu'il s'agit, finalement de remplacer le corps par une doublure, d'avoir une seconde vie, d'avoir un nouveau corps. Donc voilà, c'était aussi une occasion de le mettre en avant, ce réalisateur, John Frankenheimer, qui revient peut-être pas assez, alors qu'en réalité, il a amorcé un peu le nouvel Hollywood. Bold, bizarre, terrifying. Rock Hudson, in an astonishing change of pace, stars in Seconds. Pour entamer cette conversation sur ce film, je vais me tourner tout de suite, vers toi Vincent, pour te demander déjà un petit peu tes premières impressions sur ce film. Est-ce que ça t'a évoqué en fait, ça je pense que le film nous évoque quand même beaucoup, beaucoup de choses, hein, mine de rien, mais est-ce que ça t'a évoqué dans la gestion du genre justement de la science-fiction, peut-être le côté psychologique, horrifique? Est-ce que tu en as pensé tout simplement? Oui, alors, bah, déjà, j'ai vraiment beaucoup apprécié.
Et c'est vrai que, dès le départ, dès le générique, introductif, réalisé par, Saul Bass, un grand nom, de qui avait l'habitude de faire énormément de génériques à l'époque à Hollywood. Il a fait plusieurs, génériques d'Hitchcock, Psychose, Vertigo et cetera. Heu, En fait, dès le départ, dès le générique, on se sent oppressé. Il y a tout de suite des plans, très bizarres, flous, distordus sur des parties du corps, des yeux, des c'est tout de suite, on est voilà, on est oppressé, on est un peu agressé, par l'image, par l'ambiance et puis on est plongé dans une atmosphère un peu paranoïaque où on a un personnage, qui a l'air de se sentir un peu observé, un peu traqué, on sait pas trop pourquoi et au fur et à mesure, après, on découvre un peu ce qui se passe et et là, ça prend une autre dimension et en parlant de dimension, justement, je j'ai trouvé que l'intrigue principale du film, disons le concept de science-fiction qui nous est amené, ça me fait un petit peu penser, enfin, ça aurait pu très clairement être un épisode de la quatrième dimension. Heu, Absolument. donc ça, déjà, moi, ça me parle beaucoup parce que c'est une série, que j'ai pas mal regardé, quand j'étais gamin et donc voilà, globalement, on part pas dans une science-fiction non plus ultra, dystopique et cetera. On reste dans un monde, relativement, moderne et reconnaissable, mais voilà, il y a ce concept-là, d'opération qui est fait, un peu dans les profondeurs par, voilà, par une entreprise secrète, quoi et ça ouvre tout un champ des possibles, qu'on va évoquer par la suite, mais qui m'a semblé, très, très intéressant puisqu'après ça pose, voilà, des questionnements, un peu plus profonds, voilà, sur les questions d'identité et cetera et globalement, j'ai vraiment bien aimé l'expérience et ça m'a rappelé un film, japonais qui est sorti, la même année, quelques mois plus tôt, Le visage d'un autre de d'Hiroshi Teshigahara avec Tatsuya Nakadai. Peut-être qu'on va l'évoquer un peu plus tard. Effectivement, encore un super film aussi. Et toi, Axel, qu'est-ce que tu en as pensé, de ce film? Il me semble que c'est ton premier de Frankenheimer? Non, non, c'est mon deuxième. Pour être exact. Ouais, non, j'avais vu, Le Tour du Châtiment avant il y a presque, il y a quelques mois et du coup, je savais pas absolument pas à quoi m'attendre, même si, le film était, plus ou moins, connu. Enfin, c'était arrivé vite dans mes oreilles étant en plus, en dernière année de fac de cinéma. Frankenheimer, enfin, on a un peu analysé des extraits quand c'était en cours et tout. Donc, ça m'intriguait toujours. En plus, parce qu'on m'avait, beaucoup vendu le film, bah, enfin, Vincent l'a très bien dit, d'une certaine manière, comme quelque chose d'oppressant et de perturbant. Surtout pour l'époque, hein, quand on sait que c'est sorti en 66, si je dis pas de bêtises. Mmh. Ouais, c'est ça et effectivement, en fait, le film, il est, dès le début, d'un premier abord, hyper perturbant, avec, on en parlera plus en profondeur, mais encore une fois, comme a dit Vincent, cette utilisation de la distorsion des angles, et du grand angle et cetera, fait que déjà au niveau de l'image, on est perturbé, quoi. C'est pas On n'a pas l'habitude de voir ça, surtout je pense, dans le cinéma américain des années 60, parce qu'en plus on est quasiment à l'entrée de Nouvelle Hollywood à ce moment-là, presque. Pas encore, mais on y est quasiment, quoi et et puis, je trouve que l'acteur est exceptionnel. Moi, je connaissais pas cet acteur, pour info. Heu, OK. donc c'était un peu une révélation et puis, Attends, lequel d'acteur? Le 1er qu'on voit ou le non, non, second? le second du coup, le second, Ouais, le OK. second, le second. Rocketson. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est OK. ça, heu et
Et non, globalement, bah, Vincent a un peu amorcé le truc, donc je vais pas le répéter, mais j'ai ressenti la même chose. Je trouvais que, justement, en fait, sans qu'il y ait, forcément, sans que ce soit forcément de la science-fiction assez, même si bon, c'est de la science-fiction à partir du moment où on lit le synopsis, hein, mais le truc c'est que, c'est pas forcément hyper explicite au premier abord, je trouve, mais la mise en scène, est tellement, spécifique et à la limite de l'expérimental par moment qu'en fait, on est directement dedans très rapidement et oui, effectivement, c'est de la pure science-fiction, c'est aussi un pur film d'horreur, dans, moi ce que je préfère dans le cinéma d'horreur en fait, c'est-à-dire que c'est avant tout, à la limite du enfin de comment dire? C'est dérangeant quoi. C'est assez dérangeant, c'est perturbant, sans forcément, qu'il y ait, je sais pas moi des saillies gore ou que sais-je. Mais le fait est que enfin on en reparlera plus tard je pense, mais moi pour citer une scène dès maintenant, mais moi la scène de l'espèce de fête du vin avec les hippies là en extérieur, je Ah oui. c'est hyper perturbant. Enfin franchement quand tu regardes ça, c'est assez hallucinant je trouve surtout pour l'époque, puis même encore aujourd'hui de toute façon. Donc non, c'est un excellent film, et c'était totalement une surprise pour moi parce que en fait je connaissais absolument pas le film en lui-même, à part la reconnaissance en fait, critique et cetera. Donc c'était une belle surprise. D'accord, OK. Ben en fait, moi j'avoue ce film-là, enfin quand je l'avais découvert, c'était aussi parce que juste avant, en fait, je ressortais un peu d'une période où j'avais vu pas mal de films de Douglas Sirk. Et en fait, on retrouve, justement, Rock Hudson, en fait, qui est, on peut le dire, un sex symbole, en fait, hein, dans les années 50, du mélodrame. Et c'est vrai que il incarne souvent, un homme séducteur, viril, quoi, qui, entre guillemets, réussit à séduire un peu, toutes les femmes, des films de Douglas Sirk. Et ce que ce que j'aime beaucoup dans Second, c'est qu'il est employé, à contre-emploi, quoi. C'est-à-dire que là, au contraire, il joue un homme qui n'est pas sûr de ses qualités, les plus viriles, on peut dire, et à la fois pour s'intégrer avec les autres, mais comme pour séduire les femmes. Parce que je trouve que le film, pour son époque aussi, n'hésite pas à justement entre guillemets, «entrevoir» un peu ce qui sera dans le nouvel Hollywood. C'est-à-dire ce rapport à la chair, au désir aussi. Et en fait, voilà, il joue un homme qui en fait, est en retard, qui lui vit encore dans le passé, a la réflexion d'un homme de l'ancienne génération. Et je trouve ça vraiment, vraiment passionnant en fait d'avoir mis Rock Hudson, c'est-à-dire l'incarnation en fait de la vieille époque d'Hollywood, dans ce rôle-là. Voilà, c'est quelque part une forme de sabotage en fait de son image au cinéma, quoi. C'est-à-dire que Frankenheimer, il veut pas que Rock Hudson brille, au contraire qu'il déconstruise presque sa propre légende. Donc c'est là où je trouve carrément le film passionnant. C'est que pour moi, il y a carrément même une dimension méta, quoi, derrière. Sur non seulement le fait de jouer un rôle social, de devenir un homme qui aurait du succès, mais qui en perdrait, tout rapport intime et tout rapport avec son passé, mais aussi sur le cinéma en tant que tel, comme si quelque part on avait, une transition un peu, on peut dire, post-classique, quoi. C'est-à-dire le film qui est encore un petit peu finalement dans du classicisme. Et c'est marrant que tu évoquais la quatrième dimension, Vince, parce que précisément la quatrième dimension utilise aussi plein de codes en fait de films classiques. Là, je pense par exemple à Sunset Boulevard, il y a un épisode de la quatrième dimension qui reprend un peu, le cauchemar de Sunset Boulevard, mais qui pareil a marqué la télévision parce qu'il y a cette approche moderne derrière, qui fait que la télé est en train d'être révolutionnée. Je trouve que le film parle aussi de ça, quoi, de cette transition, on va dire, sur une autre époque du cinéma. Alors justement, pour entamer sur autre chose, moi ce que je trouve assez passionnant sur ce film, c'est déjà la représentation de l'Amérique, quoi. C'est-à-dire, justement comme j'en parlais, on a vraiment littéralement l'impression de voir une Amérique qui est en crise morale et existentielle, quoi. Enfin, j'ai vraiment la sensation de voir un rêve américain qui est abîmé constamment.
parce que mine de rien, on nous filme quand même assez souvent la société, enfin la société, je veux dire, la entre guillemets «les différents mouvements de foule» et c'est vrai que le film sort en plus, après l'assassinat de Kennedy. Bientôt, il va y avoir le discours de Martin Luther King et cetera et donc en fait, tout cet aspect d'angoisse, finalement, qu'est-ce que vous en tirez, j'ai envie de dire sur l'ensemble du film? Qu'est-ce que ça vous évoque en fait, même sur la mise en scène, je veux dire cette représentation comme ça, paranoïaque, Ouais. Bah, même, pour reprendre ce que tu as dit, et pour moi, c'est même pas, comment dire, c'est limite, au lieu que ça soit le rêve américain, c'est le cauchemar américain, là. C'est oui, Ouais, franchement, on va pas se le cacher, et c'est du coup, je pense que c'est le but du film aussi. C'est, c'est de te montrer, en fait, que, bah, finalement, il y a pas de rêve américain, c'est juste un cauchemar. En fait, le fait de vouloir, changer d'identité pour, enfin, changer de vie, en fait, tout simplement. Je suis pas sûr que la réponse de Frankenheimer, elle soit si positive que ça à ça. Donc heu de ce point de bah, vue-là, c'est assez intéressant, ouais. en fait, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que le personnage, de départ, donc Arthur Hamilton, heu, il a l'air quand même d'avoir une vie assez, rangée. Enfin, il a l'air plutôt, comment dire? Aisé. Il vit dans une belle maison, il a une femme, ils ont pas d'enfant, je crois, ou alors je sais plus. Non si, il a une fille, qu'est-ce que je raconte? Oui, oui, il y a une Heu, fille, il y a une fille. il a une fille, voilà, qui ne vit plus avec eux, je crois. Bon, je peut-être parce qu'elle est plus âgée, je me souviens plus. Mais en tout cas, voilà, il a l'air d'avoir une vie de famille quand même, plutôt, correcte, une belle maison, de l'argent et cetera. Mais du coup, ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, ça suffit pas. C'est qu'en fait, intérieurement, il est mort ou en train de mourir, quoi, et que ça ne lui convient plus tout ça, et c'est pour ça qu'il ressent tout à coup le besoin de saisir cette opportunité et de redémarrer une nouvelle vie sous une autre identité, et donc Mmh. oui, c'est un peu l'inverse du rêve américain. C'est: «Ah bah, vous avez réussi, mais en fait, vous voyez bien que ça suffit pas, quoi». Donc vraiment intéressant là-dessus, et c'est vrai que la mise en scène, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, dès le départ, on est oppressé. Enfin après le générique, de début, les plans, les premiers plans sur le personnage, ils sont hyper rapprochés au grand angle, sur son visage, c'est non, c'est vraiment c'est angoissant qu'on se dit: «Mais je veux pas être aussi près de de ce monsieur-là, qu'est-ce qui se passe?» Donc mmh. non, c'est vraiment, puis tout son trajet en train après pareil, il s il sue à grosses gouttes, enfin, voilà, en 5 minutes déjà on est pas bien, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est en fait, ça donne vraiment une impression de contrôle permanent, je trouve, de contrôle sur le personnage parce que la caméra reste dès le départ quand même très très proche du visage, enfin, c'est des cadres, très, resserrés, hein, comme tu dis et finalement, en fait, il y a une petite partie du film qui est en fait un leurre. C'est justement cette fête où en fait, il va être amené à communier avec les autres quoi, à faire la fête avec les autres en se dénudant un petit peu et ça nous donne un petit espoir sur le fait qu'il puisse être libre, en fait, à partir du moment où il arrive dans sa nouvelle demeure et en fait, il y a ce malaise qui revient justement, je trouve, quand il se met à danser avec les autres, où là, on commence à capter qu'il y a quand même une nouvelle forme d'oppression, quoi, que ce qu'on peut voir un peu comme une liberté, pour le personnage, ça s'avère très très factice, quoi et c'est vrai quand, moi, je trouve que la mise en scène est mine de rien assez subtile parce que ça pourrait être, grossier quand même, ce genre d'artifice quoi, ce genre de moyens, de mise en scène, mais à aucun moment donné je trouve ça grossier quoi. On a constamment l'impression quoi que l'organisation, elle est omniprésente, mais quelque part la caméra, elle incarne aussi ça quoi. On n'a pas forcément besoin
d'avoir plus d'éléments on n'a pas forcément besoin d'avoir plus, d'éléments narratifs que ça, je trouve, sur les Non, enfin, même sur les raisons de l'entreprise, quoi. non, non, en plus, c'est vrai que dès lors qu'on découvre qu'il y a une organisation secrète, qui fait ce genre d'opération, pour toutes les raisons, enfin, pour toutes les conséquences éthiques, que ça peut, voilà, engendrer, on se doute que, en fait, dans l'ombre toujours, même post-opération, elle va garder une espèce de une forme de contrôle un peu tentaculaire, un peu sous-marin, sur tout, sur tous ses patients, tous ses clients même, on pourrait les appeler comme ça. Hem et donc en fait, la mise en scène n'a pas besoin de surappuyer ça, mais pa parce qu'en fait, c'est dans notre inconscient, on sait que c'est possible qu'elle soit à chaque coin de rue et potentiellement à surveiller, la nouvelle vie donc Mmh. de ses clients, quoi. Ouais, ouais, totalement. Alors, en fait, moi, je voulais aussi vous interroger sur une des enfin, sur un des parallèles du film que je trouve, assez frappant et assez terrifiant. C'est qu'en fait, donc le personnage en question, donc Arthur, hein, si je me trompe pas, ouais, c'est ça, Arthur. En fait, il est amené, dans une espèce de boucherie, en fait, pour ensuite arriver dans la fameuse organisation et c'est vrai qu'on a un travelling latéral, en fait, où on voit le personnage, donc traverser la pièce et on voit toutes les bêtes, je crois que c'est des côtes de bœuf, quoi, enfin, qui sont alignées et en fait, vers la fin du film, pour moi, c'est ça, enfin, c'est un petit peu ça, ce parallèle-là. C'est que cette fois-ci, on va suivre, entre guillemets, «la bête» qui est, entre guillemets «devenu» donc Arthur entre slash, Tony, qui est lui, maintenant sur un brancard, quoi et en fait, pour moi, le film nous dit très clairement, que la bête, bah, c'est enfin, que le cobaye, c'est lui, non seulement un cobaye, pour l'expérience, mais qu'en plus de ça, il est traité, un peu aussi, quelque part comme une victime, du capitalisme, quoi. C'est-à-dire une bête qu'on vient sucer jusqu'à la moelle et qui va probablement d'ailleurs être réutilisée pour un autre, consommateur ensuite. Donc Même enfin voilà, je voulais avoir un peu votre avis quoi. là-dessus. Ouais, que enfin moi je Ouais, trouve c'est ça ça. vraiment, frappant quoi, Ouais, c'est ça. comme, Mais en plus, ça rejoint ce truc de en fait, tu tout ce qui a un minimum de personnalité, d'identité et cetera, tu tout et du coup, il y a l'individualité disparaît en fait, de toute façon et je trouve que c'est absolu enfin, je trouve que ça atteint son pic, presque, moi pendant la scène espèce de scène de danse, de fête du vin avec les hippies, dans l'espèce de je sais même pas où est-ce qu'ils sont dans un je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais, en gros, ils se jettent, du raisin et du jus du coup, du jus de raisin dessus, enfin du vin et cetera et c'est hyper perturbant en termes de mise en scène et là, en fait, tu ressens vraiment ce truc de mais en fait, là, il y a plus de tu as ouais. vraiment l'impression qu'il y a en fait, c'est la dissolution de toute individualité, en fait, il y a plus rien et je trouve que c'est très fort à ce niveau-là donc, ouais, je suis d'accord. Mmh. Et d'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me rappelle un petit peu ce qu'a fait Jordan Peele, justement, dans la scène l'espèce de fête dans Get Out. Je sais pas si vous voyez, mais Oui, avec tous les Ouais. clients, ouais, ouais, ouais. Un petit peu, ouais. Il y a un petit peu qui, de ça. qui montrent entre guillemets, «leur joujou», quoi et je pense je pense qu'à mon avis, ouais, il a dû aimer, Jordan Peele. C'est possible. Oui, c'est vrai on sent un petit peu dans la fête là qu'il fait chez lui, qu'en fait, il est certes l'hôte de maison, mais en fait, il est un peu, il est au centre de l'attention, mais pas pour des bonnes raisons, quoi. Il y a tout le monde qui le scrute un peu, et ça cache quelque chose, quoi. C'est vrai, un peu comme dans Get Out, ouais. Ouais. Ouais, bah, en fait, c'est un peu le même sentiment de quelque part d'être à sa place, mais en même temps d'avoir l'impression d'être un intrus, quoi. Ça, c'est ce que le film réussit très bien de toute façon parce que en fait, moi, ce que j'aime déjà beaucoup, dès le départ, une fois que l'opération est faite, c'est que en l'espace de 3 ou 4 plans, en fait, sur le visage de Rock Hudson,
ça se remarque tout de suite que lui-même est étranger, en fait, par rapport à son nouveau corps, à qui il est exactement et c'est là, du coup, je pense, où le film me rappelle beaucoup, le film que tu citais, Vincent, Le visage d'un autre. C'est justement tout ce questionnement sur l'identité, en fait, sur, est-ce qu'on peut quand même, continuer d'être la même personne et on n'a plus le même corps, mais le même esprit? Et en même temps, est-ce que le nouveau corps peut avoir des effets néfastes sur, l'esprit qui serait resté intact, hein? C'est ça. C'est-à-dire que donc le visage d'un autre, en fait, ça parle d'un homme qui est défiguré, qui se fait greffer un masque, donc sous forme de visage, qui est censé être très réaliste, heu, par un chirurgien, expérimental et en fait, c'est pas pour changer d'identité du tout, hein, qu'il fait ça, à l'origine. C'est vraiment juste pour retrouver un visage, normal. Mais il va se rendre compte, ouais, que le masque, donc qui est le visage d'un autre, va altérer, sa personnalité à chaque fois qu'il le porte et donc ça pose, voilà, des questions d'identité, qu'on retrouve, là aussi dans Seconds, où, bon, évidemment, là, dès le départ, il change de visage et de corps pour changer d'identité, mais Heu, c'est criant comme dès le départ, il a pas tellement besoin de forcer de s'efforcer à être un autre. C'est-à-dire que vraiment sa nouvelle enveloppe le change, radicalement et c'est petit à petit, à force d'un certain malaise, social que son sa précédentité va un petit peu ressurgir et le malmener, psychologiquement, quoi. C'est vrai qu'en fait, là, dans ce film, à la fois une différence, en fait, sur l'identité sociale parce que le personnage n'a plus le même statut professionnel, mais Ouais. voilà, aussi sur l'identité corporelle avec l'apparence, mais davantage encore plus, en fait, sur l'identité psychique. Ce que je trouve superbe et je dirais que le dernier plan résume à peu près tout ça, c'est que en réalité, l'identité qui est la plus changée, si on regarde alors évidemment le corps n'est plus le même, mais l'identité qui se retrouve la plus altérée dans toute cette affaire, c'est l'identité psychique. Parce qu'en fait le personnage, le fait d'avoir changé de corps, ça a encore plus en fait d'effet sur ses souvenirs, sur ses désirs, sur son sentiment de culpabilité et le dernier en fait, le tout dernier plan, on a l'impression que c'est un souvenir cette fois-ci qui est devenu un peu distordu quoi. En fait, je trouve ça superbe que ça réponde, au générique où, en fait, c'était les parties du visage. Parce que là, cette fois-ci, voilà, le film se termine sur un souvenir, probablement le dernier souvenir du personnage avant sa mort, qui qui est en train d'être déformé et en fait, c'était peut-être ça qu'il fallait protéger avant tout. C'est un petit peu ce que Frankenheimer veut dire, je pense. C'était finalement les traits d'esprit, les qualités humaines. Plutôt que simplement l'identité corporelle, quoi. C'est vrai que je trouve ça superbe, hein, vraiment de finir le film là-dessus. Il y a aussi un truc qui revient pas mal, je trouve dans le film, c'est l'idée de la fuite. Qu'on a donc déjà on a plusieurs trajets, à la fois en avion, en train et cetera. Mais mais le film, voilà, nous met en scène un personnage qui «fuit» entre guillemets son ancienne vie mais qui passe aussi son temps, en fait, à refouler un petit peu ses erreurs et finalement sa vraie personnalité. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous, vous avez eu la même impression. Le personnage aussi, en fait, il est coupable. C'est-à-dire que c'est pas uniquement cette organisation-là qui l'a amené comme ça à être dans un guet-apens, mais c'est avant tout le personnage qui a fait des choix et des choix égoïstes d'ailleurs et qui se retrouve un peu embarqué, là-dedans. Enfin, je sais pas toi, par exemple, Axel, ce que tu en penses? Mais je pense qu'il y a aussi cette nuance-là, en fait, dans le film Oui, oui, oui. sur l'i sur l'idée de la responsabilité individuelle parce que finalement cette organisation, elle veut elle veut finalement proposer une nouvelle vie, mais une vie qui serait sans responsabilité, ce qui arrange, on va pas se mentir, clairement le personnage. Oui, oui, oui. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Heu
Je suis assez d'accord, là-dessus, du point de vue de la fuite. De toute façon, le limite, j'ai envie de dire, presque dès le début, en fait, on a l'impression que le personnage veut je sais pas s'il veut tout le temps enfin, je saurais pas trop quoi dire là-dessus, j'avoue. Je sais pas si Vincent a de meilleurs termes que moi, mais genre, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Après, je saurais mal, l'expliquer parce que j'avoue que, Il change d'identité, de vie, mais c'est aussi pour sortir, d'un mariage qui visiblement, ne lui convient plus, Mmh. sa fille, comme il la voit plus, bon, bah, il se dit: C'est terminé», donc oui, il y a ce côté, voilà, responsabilité, fuite des responsabilités. Là, il se retrouve en homme, célibataire, qui habite une maison, près de la plage, en plus c'est il devient peintre, donc un artiste, donc ça attire un peu. Il se retrouve à flirter avec une belle femme. Voilà, c'est tout de suite, on est à l'extrême opposé de ce qu'il vivait avant et en fait, dans la responsabilité individuelle, c'est qu'on se rend compte que, l'échec de sa précédente vie finalement, il en est en partie responsable. Mmh. C'est-à-dire que, quand il décide, quand il a voilà cette crise un peu intérieure où il décide d'aller rendre visite à son ancienne femme, donc qui elle croit que son mari est décédé, je crois dans un incendie, de chambre d'hôtel. Il se fait passer pour un ami de son mari et cetera et il lui pose des questions et donc déjà je pense il a peut-être pas eu une conversation aussi profonde, avec sa femme depuis un paquet de temps et elle lui dit, concrètement que, heu, le souvenir principal qui lui reste de son mari, c'est ses silences. Mmh. Donc Compréhension. bon, bah, voilà, ça en dit long. C'est il se rend compte que sa conduite a peut-être pas été exemplaire et qu'en fait, il aurait mieux fait peut-être de réparer les choses, de son vivant, si je puis dire, avant de changer de vie, mais bon, c'est un peu trop tard, quoi. Mmh. Ouais, c'est ça, enfin, je pense que, on nous pose ouvertement la question et le film répond à ça aussi sur le moment finalement où le personnage a cessé d'exister. Que est-ce qu'il cesse d'exister, avant l'opération, heu, entre guillemets «à la signature du contrat» ou même à la toute fin du film? En réalité, il est mort depuis le tout début, quoi. Ouais. Il a plus vraiment de raison de vivre alors qu'en soi, il a «tout pour lui» entre guillemets et pourtant le personnage ne va pas bien et c'est vrai que la scène que tu évoquais Vince, personnellement je la trouve mais bouleversante, hein. Puis le jeu de Rock Hudson qui est ouais, assez l'acteur est fou, hein, vraiment, impressionnant. l'acteur est fou. Ouais. Ah ouais, c'est très, très fort. Alors également moi ce qui m'a frappé dans ce film, c'est l'utilisation d'une technique que Yorgos Lanthimos apprécie, c'est le fisheye dans la C'est scène vrai, opératoire. c'est vrai. Dans la scène opératoire, c'est vrai que, en fait, pendant la première opération de transformation, il y a un objectif, de fisheye qui est assez extrême et c'est vrai que ça donne un sorte de du coup, un effet de globe, enfin de vision circulaire comme si en fait, le personnage voyait depuis l'intérieur, je trouve, un petit peu son crâne, quoi et c'est vrai qu'on enfin, j ça donne des visions hallucinées, je trouve, qui sont assez incroyables. Mais en plus, cette vision hallucinée justement, enfin, qui est apportée par le fisheye, ça rend, du coup en fait, on entre, on bizarrement, on entre directement dans l'intériorité perturbée, du personnage, en fait et ça, je trouve que, du coup, c'est montré que par la mise en scène et c'est ça qui est assez fort, quoi et du coup, l'utilisation du fisheye est pas du tout gratuite, en fait, donc Ah ouais, non, 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 c'est ça totalement qui est fort. d'accord. Puis en vrai, en général, le film est quand même tourné, presque exclusivement avec des focales qui sont très courtes, hein. Oui, 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 Regarde, oui. totalement. Beaucoup de grands angles, vraiment pour, distordre l'espace, faire des plans un peu, angoissants sur les visages,
Non, non, c'est vraiment un parti pris de mise en scène qui traverse à peu près tout le film, ou en tout cas, dès lors qu'il faut, faire, ressentir un peu de tension, quoi. C'est ça. Ouais. Alors aussi, il y a une scène qui m'a interpellé là en le revoyant. C'est, la scène où en fait, donc Tony qui donc entre guillemets «la nouvelle identité», Tony, qui revoit son ancien ami qui lui aussi est reborn, hein, qui a un nouveau corps. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression de voir ce personnage qui est convaincu que entre guillemets, lui aussi, il a une nouvelle chance, qu'il faut continuer d'y croire, mais en même temps, sur son visage, on peut lire qu'il y croit pas vraiment, quoi. Et il sait d'avance que c'est un peu que c'est malheureusement, que ça va être compliqué, en fait, de mieux faire les choses comme il dit. Et je trouve, vraiment le jeu de l'acteur à ce moment-là assez saisissant sur ses mimiques, son regard, comme si finalement il croyait pas vraiment ce qu'il disait. Et D'ailleurs, enfin c'est marquant, quoi. l'acteur, qui joue donc, son ami, enfin sa seconde identité, c'est rigolo parce que c'est Murray Hamilton, le type qui joue le maire de Amity dans Les Dents de la Mer, quasiment 10 ans plus tard. D'ac Ah bah, tu viens de m'apprendre un truc. Oh la vache. Ah oui. Parce que je l'ai reconnu instant, hein, avec sa vieille tête là. Mmh. Mais, oui, non, c'est vrai qu'en fait, il a un regard un peu, un peu désespéré. En fait, tu sens un malaise, tu sens qu'il veut croire à sa, seconde chance, mais en même temps, tu sens qu'il est pas bien, quoi. Il sait pas vraiment où ça va mener. C'est ça. Donc, ouais. En fait, ça donne, là, c'est pour faire le lien avec, l'autre film de Frankenheimer là, de Manchurian Candidate. On a l'impression qu'il est programmé presque mentalement pour penser ça, pour penser que c'est pas grave, on a toujours une meilleure chance. Et là, ça donne pour le coup vraiment l'impression que c'est un entre guillemets «un soldat» du président, qu'on voit à plusieurs reprises dans le film, du président de l'organisation Oui, il qui, est un peu halluciné là. ah ouais, ouais, c'est ça. On a l'impression, c'est un peu le papa, de Disneyland quoi, qui parle à ses employés, ouais. Mais d'ailleurs ces scènes avec le président, je les trouve quand même assez angoissantes aussi. Enfin, je sais pas, la manière qu'il a de leur parler, comme s'il les rassurait, comme s'il les prenait pour des enfants, quoi. C'est assez perturbant, je Oui, trouve, c'est très chelou, le ouais. gars. Ouais. Il est quasiment du même âge, en fait. Ouais: «Ah, vous êtes sûr, vous voulez pas manger de votre poulet là? Bon, ben». Ouais. Ah non, mais, le truc avec le poulet, c'est trop bizarre, hein. Vraiment, hein. C'est Ouais, ah vraiment. attends, c'est quoi? C'est, Kentucky, Fried Chicken, Ah ouais, ouais, non mais en plus, enfin, tu vois qu'ils sont en train de parler du changement et tout machin et l'autre, il est avec son poulet. Oh non mais oh, c'est n'importe quoi. Mais non, franchement, ouais, c'est, très intéressant aussi, je trouve, de toutes ces scènes avec ce personnage-là. Et alors c'est vrai, j'aurais aussi voulu, peut-être avoir votre ressenti sur la relation, en fait, entre, Rock Hudson et donc le personnage de Rock Hudson, donc Tony et Nora, qui en fait on apprend à un moment donné du film que c'est une employée de l'organisation, qu'elle, par contre, contrairement à ceux justement qui participent à la fête, n'a pas de double, que, pour le coup, elle a toutes ses facultés de l'esprit. Ah oui. Et en fait, c'est vrai que c'est vraiment tragique, je trouve, tout ce moment-là, parce que personnellement, même au revisionnage, j'avais l'impression qu'elle l'aimait vraiment, quoi. Enfin, je sais pas, ça donne vraiment un effet assez tragique, je trouve, toute cette révélation, d'autant plus quand on voit la réaction du personnage. Bah, le truc, c'est que bon, on pouvait plus ou moins se douter qu'elle avait un lien avec l'organisation parce que c'était un peu trop beau quand même le fait Oui. elle débarque comme ça de nulle part, sur la plage en bas de sa maison, ça faisait un peu: «Tiens, cadeau pour ta nouvelle vie». Ah moi, ça m'a un peu rappelé, tu sais, le côté Westworld. C'est-à-dire, voilà, on t'offre Oui, un ouais, nouveau, on entre guillemets, on ouais. t'offre un certain lieu, mais il faut pas aller trop loin et pas avec n'importe qui.
Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. On contrôle exactement tous les personnages, tous les PNJ dans dans ton environnement. Mais ouais, bah, mais malgré tout, oui, c'est vrai qu'on y croit quand même un petit peu à leur lien et à cette scène, cette séquence assez folle de fête du vin, que tu as déjà mentionné, Axel, où ils créent du lien, tous les 2, en se mêlant à la foule et en se jetant dans cette immense cuve, de raisins, C'est ça, c'est une cuve de raisin, c'est ça. et ils sont tous, tout nus. Heu, donc il y a un côté, déjà le film date de 66, hein, quand même, rappelons-le. On est un peu en sortie du code Hays, mais il y a quand même encore certaines restrictions, Mmh. de classification, voilà, pour les films. Donc Ouais, c'est ça, c'est pas si on est juste avant le nouvel Hollywood, en fait, juste avant. Mmh. voilà, Ouais, c'est pas si courant que ça encore à l'époque dans des films hollywoodiens, même si c'est pas grand public, de voir des gens nus, comme ça, gratos. Donc c'est assez étonnant et heu et en fait là, elle se jette, dans la foule, voilà, clairement pour s'amuser et tout. Lui, au début, il hésite, il se dit: «Non, non, arrête, sors de là et tout», et puis au final, il la rejoint et c'est là qu'il y a une forme de transformation, d'épanouissement, où il brise un petit peu peut-être heu, ses anciennes habitudes dans son ancienne, identité, où il approche, voilà, où il touche du doigt cette libération sexuelle, heu, de la fin des années 60 et heu et il crée du lien donc avec cette femme et à partir de là, voilà, ils vont plus se quitter jusqu'à la fameuse révélation. Mais c'est vrai que, en tout cas, c'est très bien c'est très bien amené tout ça pour nous faire croire à cette relation et dernier mot aussi sur cette, séquence de fête du vin, vu l'ambiance, la frénésie de la foule et tout, enfin moi j'avais l'impression d'être dans Midsommar, hein, Ah ouais, complètement, hein, ouais. complètement. Mais de toute mais façon, c'est presque une scène de transcendance, en plus, comme tu l'as dit, ouais, c'est quasiment ça, hein. Mmh. mais j'avais l'impression d'être dans Midsommar à la fois parce que le décorum y ressemblait et à la fois parce que je me disais, à tout moment, ça part complètement, en bibrine cette affaire. Ouais, Donc vraiment. voilà, je savais pas où est-ce que ça allait déraper. Mmh. Ouais, puis en plus de ça, je trouve que c'est presque entre guillemets «la réalisation d'un désir» en fait, inavoué presque du personnage parce que Heu, et en fait lui, il n'est quand même plus habitué à entre guillemets, avoir des liens avec des femmes aussi jeunes. D'ailleurs, il y a cette scène dans l'avion, si je me trompe pas, où, en fait, une femme lui adresse un regard et lui, en fait, il s'en remet pas, quoi. Il part aux toilettes, parce que ça fait tellement longtemps qu'il a pas vu ça et là, mmh, le fait comme ça de pouvoir, être avec Nora, en plus, nue, j'ai envie de dire, d'avoir vraiment du lien, quoi, enfin, du lien physique. Lui qui, en plus de ça, est quand même de nature assez introvertie, de ce qu'on comprend. Ouais. C'est vrai ouais, que, comme tu dis, Axel, c'est une forme de transcendance, ouais. C'est vraiment, Ah bah, c'est en même mais temps c'est filmé comme ça, hein. C'est vraiment, ah ouais. Et puis, en fait, moi, j'avais eu l'impression, que juste avant donc cette, longue scène, la mise en scène était un peu plus détendue et on avait quand même un peu moins de plans resserrés, je trouve, et justement une illusion, en fait, d'un nouveau départ, d'une liberté éventuelle et là, c'est ça oui, oui, complètement. La mise en scène s'était apaisée en fait, à mesure que sa vie, était tranquille. mmh, ouais, c'est ça. Puis c'était même un peu surprenant parce que, bon, il était pas encore tout à fait serein, mais il laissait transparaître un peu plus de tranquillité en tout cas chez lui, le personnage. Mmh, mmh. Pour le coup, tu fais bien, Vince, de le rappeler par rapport aux Code Days, parce que tous ces films-là, je pense par exemple, il y a aussi, The Swimmer qui ont quand même eu cette audace, en fait, entre guillemets, de venir critiquer, les mœurs américaines et ouais, comme ça, C'est vrai, et c'est vrai, on pourrait le rapprocher, ouais. ouais. Ouais, ouais, bah, puis en fait, ça enfin, c'est 2 films qui travaillent l'idée aussi de la désillusion d'un mythe américain, en fait, hein,
entre guillemets, de l'idéal américain, d'un mode de vie qui serait rangé et cetera. Mmh. Donc Bah, ça se voit ouais. pour le coup que en fait, le film, il est entre 2 périodes, quoi et que du coup, forcément, à ce moment-là, les gens enfin, les gens, comment dire, se posent des questions sur, leur identité américaine, en fait et du coup, Mmh. je Mmh. trouve ça intéressant que le film, en fait, il pose frontalement cette question-là. Du coup, c'est ouais, c'est intéressant. Ouais, je te rejoins et pour citer 2 réalisateurs à propos du film, 2 réalisateurs qui sont pas très connus, hein. Le premier c'est Darren Aronofsky. Alors lui, en fait, il a dit que c'était l'un des rares films à avoir capturé cette idée de renaissance comme agonie et que c'était fondamental pour comprendre le cinéma du doute. Voilà ce qu'il a dit à propos de ce film. C'est marrant parce que depuis tout à l'heure qu'on n'arrête pas de parler de grand angle et en voyant les différents plans sur les personnages dans le film, j'arrête pas de penser à Aronofsky, en fait, parce que j'ai revu ses films en plus récemment et je me dis: «Mais c'est vrai que c'est possible qu'il l'ait vu quand même», parce C'est qu'il vrai y que a un c'est peu pas les mêmes étonnant. plans dans C'est pas dans étonnant, ouais. Requiem for a Dream et tout, donc Mmh. Ah non, pour le coup, moi, ça me surprend pas du tout non plus et le deuxième, c'est Fincher qui disait que c'est un cauchemar parfait, maîtrise absolue de l'image et du malaise et que c'est un film qui lui a appris à faire confiance au silence. Voilà ce qu'il en dit. D'accord. C'est assez drôle, d'entendre dire ça. C'était pour citer leurs beaux mots, en plus, je suis d'accord. Et le fait que je pense que c'est un des films d'horreur, on va citer un encore Toré, j'ai envie de dire, mais un truc qu'il disait par rapport à l'horreur, z quand l'horreur moderne arrive et notamment dans les années 60 et surtout le nouvel Hollywood après, c'est qu'en fait, c'est le mal intérieur, en fait. C'est-à-dire que, là, c'est littéralement, en fait, on va dire qu'avant le cinéma d'horreur, c'est ça qu'il disait en gros, l'horreur, l'autre, on va dire, ou le monstre, il est loin de nous et en fait, plus les années passent, en tout cas aux États-Unis et plus le mal, il s'approche de nous jusqu'à être nous-mêmes et par exemple, quand on voit, L'armée des morts de enfin, La nuit des morts vivants, pardon, de, George Romero, quand on voit Rosemary's Baby, quand on voit, Body Snatchers, de Don Siegel, même si ça c'est plus tôt, et puis, Massacre à la tronçonneuse exemplairement de Tobe Hooper et je pense que Seconds en fait partie, du coup. Je pense qu'il y a une sorte de mal intérieur comme ça, tu vois? Halloween. Ah, je pense. Halloween aussi, ouais. Ah, de toute façon, on est sur l'une des plus grandes périodes pour le cinéma américain, hein. En tout cas, en termes d'inventivité et de créativité. Je dirais Ouais. la les années 60, et tout le nouvel Hollywood, c'est la résurgence des auteurs, la politique des auteurs, Ah bah, c'est ça, hein. contre l'industrie. Mais c'est C'est en ça tu c'est mais c'est pour ça du coup que, je pense que Seconds c'est plus un, c'est un film moderne, quoi. C'est un film profondément moderne, Ah oui. de son Mmh. époque. Donc, non, c'est intéressant. Ouais, puis ce film d'ailleurs a eu un échec, commercial, total, hein, il me Oui, semble. ouais, j'ai vu ça, ça a pas du tout marché, ouais. Pas surprenant malheureusement, mais Ouais. Il me semble que la critique au départ, elle était un peu partagée. Certains, ah certains, trouvaient évidemment le film très impressionnant visuellement, mais un peu trop lent et un peu trop, enfin, pas assez démonstratif, voilà. Trop lent. Non mais Wazin, faut vraiment pas qu'il regarde du Antonioni, hein, parce que sinon C'est la critique ils vont se faire américaine, hein. ouais, ouais, c'est vrai. non mais la critique américaine à l'époque, des fois, ils ont eu quand même des grands moments de brain freeze, Ouais, hein, ouais, genre, l l'idée sur Vertigo, ouais, ouais, ouais. Bah, il me semble même, si je dis pas de bêtises, mais je sais, je crois que La Porte du Paradis s'est fait assassiner quand même, par la critique, parce que non seulement ça a été un échec financier, mais, la critique, elle l'a pas trop aimé, hein, de mémoire, Oui, ouais, mais ça, je pense clairement. que c'est aussi un biais, américain de se Ouais, dire, ouais. si le film a pas marché, il faut le Ouais, dézinguer, c'est vrai, c'est vrai. Mmh, ouais. Ouais, puis c'était encore la norme quoi, les gros films de studio, avec, Oui. avec les grandes stars. Parce qu'en plus là, à part, Rock Hudson, qui est quand même déjà une grande star, mais c'est vrai que le reste du casting suit pas trop quoi. Enfin, je veux dire, il y a pas d'autres noms très, très Ouais, populaires. de grandes hautes têtes, ouais, c'est vrai. Voilà. Très bien, perso, je vais peut-être juste rajouter un commentaire sur
sur la musique aussi de Jerry Goldsmith qu'on n'a pas évoqué, mais qui est très belle, Ah, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que c'est Jerry Goldsmith. Totalement. qui est parfois vraiment, vraiment inquiétante, dans ses sonorités, mais il y a des moments aussi un peu plus, tristes, quoi, hein. Jerry Goldsmith, qu'on rappelle pour les auditeurs, qui a fait entre autres les musiques de Alien, Basic Instinct, Le Ouais, Premier et la ouais. planète des singes, The C'est Omen. c'est vraiment immense, hein. Un immense compositeur, pardon. De Ah, ses j'ai un truc à dire. Il y a bien un défaut du film, c'est de nous faire croire qu'un type qui se réveille avec la tête de Rock Hudson décide décide d'à nouveau changer. Ça vient de Moi, perso, j'aimerais bien. Mais ça n'engage que moi. Voilà. effectivement. Voilà, voilà, on vous conseille de voir ce film en français, L'Opération Diabolique, en anglais, Seconds, de John Frankenheimer. Sur ce, il est temps de passer aux recommandations. I got some bad ideas in my head. Oh, look at it this way, you know. What's holding him up? Alors pour les recommandations, je me tourne, d'abord vers Vincent. Vincent, est-ce que tu as une recommandation à nous faire, côté, cinéma américain? Que ce soit, une découverte, un revisionnage, peu importe. Ouais, pars pas sur un film asiatique, s'il te plaît, ça suffit. Non, non, c'est bon, j'ai parlé du visage d'un autre déjà, donc j'ai mon Il a quota. même réussi à caler une recommandation asiatique, hein. Ah oui, sinon j'explose, hein, c'est inconnu. Non, mais écoutez, j'ai eu l'occasion de découvrir en Blu-ray 4K récemment un film que je voulais voir depuis longtemps. Dans la ligne de mire, In the Line of Fire, de Wolfgang Petersen, réalisateur entre autres de Das Boot. Euh, qui est un film avec Clint Eastwood, John Malkovich et René Russo, datant de 93. Sympa. C'est un film donc, où Clint Eastwood joue un agent des services secrets, donc assez âgé, hein, en 93. Clint Eastwood, il a déjà les cheveux blancs, hein. Et donc lui, il est hanté, il est toujours hanté par le fait que 30 ans auparavant, il n'a pas réussi à empêcher l'assassinat de Kennedy, parce qu'il faisait partie de sa garde rapprochée. Et là, il y a un, il y a un assassin qui soudainement menace de tuer l'actuel président, donc, et cet assassin est joué par John Malkovich. Et donc on va avoir tout un face-à-face, voilà, un jeu de chat et de la souris tout au long du film entre Clint Eastwood et John Malkovich, qui est assez jouissif. C'est un film avec de belles séquences d'action, une superbe partition d'Ennio Morricone. Et franchement, je recommande le visionnage parce que ça a été voilà, un super thriller politique à découvrir. Et la copie 4K est vraiment mais, impressionnante. Et pourtant, c'est pas un film qui est particulièrement formaliste, hein, qui va chercher à faire vraiment de la belle esthétique. Mais waouh, la gueule du master avec le nouvel étalonnage et tout est vraiment sublime. Donc, je le recommande. OK, super. Ça m'a donné envie. Bah, moi aussi. Puis, Clint Eastwood, c'est vrai que, même en tant qu'acteur, parce que parfois, enfin, surtout aujourd'hui, on pense beaucoup à sa carrière en tant que cinéaste, mais il a encore eu de très grands rôles, dans ces années-là, quoi. Enfin, pour le coup, toujours intéressant. Ouais, puis voilà, on parlait de cinéma paranoïaque américain. C'est vrai que l'assassinat de Kennedy, c'est quand même quelque chose qui a été matriciel, hein, pour plein de cinéastes. Et donc, c'est vraiment intéressant d'avoir voilà, ce trauma intégré dans la psyché de ce personnage de garde du corps, voilà, qui va devoir lutter contre ça un peu tout le film, quoi. Et alors toi, du coup, Axel, est-ce que tu as aussi une petite recommandation? Bien sûr. Alors ça sera, peut-être un peu plus rapide parce que je sais pas si, on pourrait passer, des heures rien que sur ce film, mais le truc c'est que j'ai découvert,
un film de Johnson que j'avais pas encore vu qui s'appelle L'Homme tranquille. Heu bon, c'était absolument, enfin, je pense que William qui l'a vu aussi, aura le même avis que moi. C'est absolument magnifique, encore une manière, pour Johnson de dépeindre une communauté, avec, toutes les individualités qui la composent, des personnages attachants. En gros, je vais vous faire un petit peu le résumé rapide. C'est l'histoire de, donc, un boxeur qui s'appelle, enfin, un boxeur qui est joué par John Wayne. Heu, oh là là, comme par hasard, John Wayne chez John Ford. Qu'est-ce que c'est étonnant. Et non, c'est un boxeur joué par John Wayne qui en fait revient des États-Unis, dans son et du coup dans son pays natal qui est l'Irlande. Et sauf qu'il se trouve que ce boxeur en fait a décidé d'abandonner sa carrière en Amérique, pour, du coup retourner dans son pays natal, s'y installer et vivre un peu paisiblement, on va dire. Et pourtant, ça va pas être si facile que ça de retourner dans son pays natal parce que il y a des choses qui ont un peu changé. Il s'attire l'animosité de différents personnages, masculins, et cetera. Il tombe, amoureux d'une femme et ça va être, un peu plus compliqué que prévu. Mais enfin voilà, le pitch est assez simple, mais c'est, tout simplement, quelqu'un qui essaie de revenir dans son habitat, natal, quoi. Et c'est, enfin, encore une peinture de communauté absolument magnifique de la part de John Ford et surtout un Technicolor de malade mental. C'est, un des plus beaux films que vous verrez, je pense, en Technicolor, ouais. Donc voilà. Oui. Ah oui, c'est absolument merveilleux, visuellement. Clairement, c'est même assez impressionnant parce que pourtant, pas du tout sur un western par John Ford. Ouais, Mais bon, ça prouve tout le talent du monsieur, quoi. C'est ouais, puis c'est ça que moi c'est ça que j'adore chez lui, c'est qu'en fait, il y a rien de, comment dire, personne n'est bon ni méchant, tout le monde a ses failles, tout le monde a ses qualités, tous les personnages sont attachants et même dans leurs failles, quoi. Enfin, c'est John Ford, quoi, qu'est-ce que je te dis? De toute façon, c'est la bible, je pense que c'est la bible du cinéma américain, ce mec-là, en vrai, hein. Quand on regarde ses films, c'est abusé, hein. Mais non, Ouais, c'est là, ouais, mais du coup, non, si vous avez pas vu L'Homme tranquille, parce que c'est vrai que il y en a pas mal qui en parlent, mais je pense que peu de monde l'ont vu, heu, c'est vraiment à voir. C'est vraiment à voir. Voilà. écoutez, moi, je vais recommander rapidement un film aussi, puis parce qu'il faut pas trop qu'on fasse, qu'on fasse trop long non plus pour cet épisode, mais je vais vous recommander le film That Cold Day in the Park, réalisé par Robert Altman. Alors, en fait, je veux absolument en parler parce que c'est pas l'un de ses films les plus mis en avant. Robert Altman, c'est vrai qu'on a en tête les noms, enfin, je veux dire, ses plus grands succès critiques, que ce soit The Player, par exemple Shortcuts et tant d'autres, John McCabe et cetera. Mais ce film, That Cold Day in the Park, c'est, si je peux résumer un petit peu, un thriller psychologique en fait, encore une fois, hein. Encore une fois, j'ai des petits problèmes, psychologiques. Hem On a remarqué, on a et en fait, c'est un peu, en fait, un mélange de mélodrame, avec un huis clos un peu anxiogène. Ça fait aussi un peu penser, je trouve, au thriller, polanskien. Et en fait, on suit, une femme trentenaire, qui voilà, issue plutôt d'un milieu bourgeois, qui mène une vie terne, on va dire, dans un appartement. Et en fait, un jour de pluie, elle aperçoit à sa fenêtre un jeune homme qui paraît mutique, en fait, hein, qui ne parle pas beaucoup. Elle va l'inviter chez elle, elle va lui offrir de la nourriture, et cetera, et lui offrir un lit. Et en fait, elle va développer une obsession qui est assez trouble pour ce jeune homme. Et ce qui va, en fait, qui est au départ un geste, on peut dire, de charité, en fait, en sa faveur, ça va devenir une relation, un peu inquiétante, et elle va chercher à le revoir et cetera, alors que lui, visiblement, il en a un peu marre, quoi, parce que bon, il a envie de vivre sa jeunesse, il a pas besoin d'une deuxième mère. Et franchement, super, super huis clos. Je peux carrément dire, ouais, c'est une sorte de huis clos mental, on va dire, avec une femme en manque, qui m'a un peu rappelé Jeanne Dielman, pour tout vous dire, sur le côté dépressif, on va dire, et qui n'a pas grand chose pour elle, en fait. Et voilà, il y a tout un malaise un peu sensuel, et une mise en scène qui est très feutrée, hein. C'est très stylisé,
Enfin, c'est voilà, c'est Robert Altman, quoi. C'est-à-dire, des plans fixes qui sont prolongés, des cadrages, serrés et aussi une manière de filmer l'appui qui rappelle, les plus grands formalistes, hein, je peux le dire. Donc hem, OK. donc voilà, c'est de ce que je comprends, le film charnière qui a permis, en fait, à Robert Altman de se faire remarquer à Hollywood. C'était juste avant MASH, en fait. Et Ah ouais. il date de quand ce film-là? Alors celui-ci, il date de 1969, donc on est encore sur la OK. période, pré-Hollywood, Nouvelle Hollywood. Et est-ce qu'il filmait déjà en scope? Parce que j'ai remarqué qu'il filme beaucoup en scope ce mec-là. Alors celui-ci, je ne crois pas. Celui-ci, je ne crois pas. OK, d'accord. Non, 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 mais donc voilà, ouais, je vous recommande ce film et Vincent et Axel, ça vous plairait beaucoup, je n'ai pas trop de doute là-dessus. Ouais, bah, Robert Altman, de toute façon, Ouais. j'ai vu que deux trois films de lui, mais il faut que je continue, hein. Moi, j'avais absolument adoré, John McCabe, donc ouais, ouais, faut que je continue. Bah, moi, j'ai pas encore vu, The Player, que je sais que toi, Ah beh, Vincent. c'est ouais, c'est le seul que j'ai vu peut-être à part MASH, mais j'avais adoré celui-là. Mmh. Ouais, faut vraiment que je le voie celui-ci. Voilà pour nos recommandations. Et sur ce, les gars, bah, je pense qu'on peut conclure cet épisode. C'était un vrai plaisir de parler, de Seconds. Merci à toi, Vincent, de nous avoir rejoints pour cet épisode avec grand plaisir et tu peux revenir, quand tu veux. Ouais, ben, merci pour l'invitation et puis, bah, ouais, je reviendrai une fois de temps en temps quand vous voudrez bien, m'accueillir. T'inquiète pas, t'inquiète pas, Plaisir. il y a pas de Avec souci. plaisir. Et on peut aussi remercier Axel pour ses commentaires toujours éclairants et sa compagnie, voilà, sa merveilleuse compagnie. Merci. Merci. J'étais un peu plus fatigué aujourd'hui, mais on est toujours là pour parler de cinéma américain, quand même. Toujours, toujours. Yes. Sur ce, à la prochaine et on vous dit salut. Salut, salut. Salut.